Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde a son casque? C'est bon? Ok, très bien. Bienvenue pour cette table ronde qui est consacrée à la cryptographie post-quantique, un enjeu de la sécurité des systèmes d'information d'aujourd'hui face aux attaques de demain. 5 intervenants pour parler de ce sujet brûlant. Guillaume Collard, vous êtes fondateur CSB School. Damien Stellet, vous êtes directeur scientifique chez Cryptolag. Stanislas Lichola, vous êtes Head of Cyber Security Consulting GRC et Crisis Management chez Thales. Vincent Cachard, vous êtes Cyber Security Program Manager au CEA DRT. Et Benjamin Wesolowski, bien prononcé. Vous êtes chercheur au CNRS. Messieurs, je vous laisse présenter en 1 minute chacun votre entreprise ou votre organisation. Et puis ensuite, on attaque directement sur la table ronde. On commence avec vous, Guillaume. Bien sûr, donc Guillaume Collard, bonjour, je suis cofondateur d'une école de cybersécurité qui est basée au-dessus de Lyon, où on forme des étudiants de Bac+1 à Bac+5 et on fait de la formation pour les entreprises sur tous les sujets, dont les sujets de chiffrement. Bonjour, Damien Stellet, je suis directeur scientifique de Cryptolab. C'est une entreprise qui fait du chiffrement homomorphe, c'est-à-dire du chiffrement qui permet de calculer sur des données sans les déchiffrer. C'est une forme de chiffrement post-quantique. Et je suis aussi co-concepteur des standards NIST de certains standards NIST de cryptographie post-quantique. Bonjour à tous et à toutes, donc Stanislas Lichola. Dans le groupe Thales, je suis responsable des activités conseil en cybersécurité sur le domaine GRC et sur la résilience et gestion de crise. Et donc on aborde bien évidemment l'impact des innovations sur la cybersécurité, dont l'IA et le quantique, donc le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous, Vincent Cachard, je suis directeur de programme au CEA dans la branche recherche technologique qui comprend à peu près 200 personnes sur la cybersécurité et on s'occupe à développer les briques technologiques nécessaires pour les entreprises et les États demain pour pouvoir répondre aux problématiques de sécurité, qu'elles soient matérielles ou logicielles, et notamment tout ce qui concerne l'intégration et l'implémentation sécurisée de cryptographie post-quantique. Bonjour, je suis Benjamin Wesolowski, chercheur au CNRS et à l'ENS de Lyon. On fait donc de la recherche fondamentale et moi je suis mathématicien, donc ce que je fais en cryptographie est sur le plan le plus fondamental. J'étudie les hypothèses qu'il y a derrière la sécurité des systèmes qu'on cherche à proposer et en particulier je travaille sur la difficulté des problèmes qui sont censés être résistants à l'algorithmique quantique. Alors, si vous êtes là tous, c'est que vous connaissez déjà les enjeux de la cryptographie post-quantique. Stanislas, néanmoins, je vais vous demander peut-être de nous dresser le panorama des enjeux. De quoi parle-t-on? Pourquoi parle-t-on de cryptographie post-quantique? Alors effectivement, comme tout le monde le sait, les ordinateurs quantiques arrivent. Ils vont mettre à mal un certain nombre de chiffrements, pas tous les chiffrements de la même façon. Essentiellement, on va mettre à mal tout ce qui est clé publique, donc clé asymétrique, donc tout ce qui est chiffrement de type AES ou ECC. Et du coup, pour justement contrecarrer l'arrivée de ces ordinateurs quantiques qui vont probablement déchiffrer ces chiffrements, on parle de post-quantum cryptographie, à savoir des algorithmes qui sont résistants aux ordinateurs quantiques. J'aime plutôt parler aussi de safe quantum cryptographie, à savoir des chiffrements résistants à l'ordinateur quantique. Ce qu'il faut savoir également, c'est que depuis plus de 30 ans, en fait, on vit avec de l'AES, le CC, donc il y a une certaine stabilité, et du coup, on n'est pas habitué à identifier dans les systèmes d'information l'ensemble des éléments cryptographiques qui sont utilisés. Donc ça, c'est un premier point à mettre en avant. Toutefois, aujourd'hui, on est capable simplement de générer quelques centaines, milliers de qubits. Mes confrères pourront le confirmer ou l'infirmer. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une clé AES 2048, il faut un peu plus de 20 millions de qubits physiques pour arriver à la casser. Donc on n'y est pas encore. Selon les pronostics les plus raisonnables, on parle de l'arrivée d'ordinateurs quantiques matures d'ici 10-15 ans, donc pas avant 2040. Voilà. Ok, qui veut réagir Guillaume? Alors,
Je sais pas. Oui, donc Stan, je te rejoins. L'élément qui va être important, c'est à quel point ça va bouleverser l'industrie cyber, une arrivée de cette nature. Pourquoi on en parle beaucoup? C'est justement, comme le disait Stan, c'est qu'à date, on repose sur des implémentations qui sont relativement maîtrisées et qui n'ont pas beaucoup bougé depuis 10-20 ans. Là, l'impact va être relativement fort, surtout sur certaines technologies. On pourra en reparler, comme tout ce qui va être public key infrastructure, c'est ce qui gère entre autres vos certificats numériques. C'est un vrai challenge pour tout ce qui est identité numérique, puisque vous avez France Identité qui arrive dans pas longtemps, vous avez pas mal de normes. Et donc là, on va avoir des vrais challenges aussi sur la population, même physique, pas juste sur les entreprises. Et c'est ça qui pose tout ce questionnement autour de la cyber et autour de la protection. Donc on n'est pas seulement sur de la protection du système d'information et des données, mais aussi des données qui vont être utilisées d'un point de vue individuel. Damien? Ouais, donc je voudrais revenir un peu sur l'origine de la cryptographie post-quantique. Donc en fait, c'est un constat qui a été fait il y a une dizaine d'années, qu'il y a d'énormes progrès qui sont faits par les physiciens autour de l'ordinateur quantique. Donc c'est un constat qui a été fait par la NSA puis le NIST aux États-Unis d'abord, et puis c'est répandu. Et aujourd'hui, ces ordinateurs quantiques ne sont pas assez puissants pour casser la cryptographie qui est déployée, que ce soit RSA ou les courbes elliptiques, mais c'est très difficile de prévoir quand ça va arriver. Et il y a énormément de progrès sur le calcul quantique, avec beaucoup d'investissements de très grosses entreprises d'État et d'États. Donc vraisemblablement ça va arriver, c'est difficile de savoir quand, donc la cryptographie post-quantique a pour but de se préparer à ça. Alors, je m'adresse aux deux chercheurs, Vincent, Benjamin. Vincent? Oui, on est bien d'accord que la prédiction de quand il arrivera n'est pas facile à faire. Néanmoins, on sait que ça va arriver. Et aujourd'hui, finalement, la problématique, elle vient plus de la réglementation qui, elle, a décidé de prendre les devants. Et donc, comme bien souvent, les Américains ont émis des standards sur lesquels ils demandent à ce que les opérateurs, de plus en plus, se conforment. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 schémas, un 4e qui vient d'être identifié pour la signature et pour les échanges de clés. Et donc finalement, ces standards-là, et l'ANSSI les reprend à son compte, vont être obligatoires. Et donc il va y avoir des phases dans lesquelles les industriels vont devoir se mettre en conformité tout simplement avec la réglementation. Et on parle de ça dès 2025 et jusqu'à 2030, ou à partir de 2030, ça deviendra vraisemblablement obligatoire pour certains métiers. Benjamin, sur les enjeux? Alors sur peut-être l'incertitude ou la probabilité que ça arrive, alors c'est très difficile à estimer. Quand on crée un système cryptographique et on espère qu'il soit sûr, on raisonne beaucoup en termes de probabilité. On étudie les attaques qui vont pouvoir être menées contre ce système et on est content si les attaques ont une probabilité de réussite qui soit vraiment négligeable, qui ne puisse jamais arriver. On parle de probabilité comme il y a une chance sur 2 puissance, un grand nombre que ça arrive. Et si ce nombre est suffisamment petit, les attaques ont un impact négligeable, on est content. Et donc quand on cherche à estimer la probabilité que le quantique soit réellement une menace, on veut une probabilité qu'on puisse comparer à nos niveaux de satisfaction. Et si, par exemple, le BSI, qui est l'Institut allemand de la sécurité de l'information, estime qu'on a par exemple 25% de chances que le quantique soit une réelle menace effective dans les 15 prochaines années, alors on parle d'une chance sur 4 que ce soit la catastrophe dans 10 ans. Alors ça, c'est vraiment pas une probabilité satisfaisante. Donc peut-être qu'il y a 3 chances sur 4 qu'on n'y arrive jamais, et une chance sur 4 que ce soit la catastrophe dans moins de 15 ans. On ne sait pas, mais on peut développer déjà les techniques qui vont y résister. Alors le fait que cette menace potentiellement existe, ça c'est quelque chose qui a été découvert dès le milieu des années 90. Les algorithmes quantiques pour attaquer RSA et ECC par exemple, ça a été découvert donc il y a à peu près 30 ans. À l'époque, l'ordinateur quantique, c'était vraiment un objet théorique, ça tenait un peu de la science-fiction. Et au fur et à mesure où on avance et que la technologie avance, on affine nos estimations de quand ça apparaîtra probablement. Et on commence à être dans un régime assez critique où il faut qu'on se dépêche de transitionner, même si la certitude n'est toujours pas là. Le risque est trop grand. Ok, donc
une certaine forme d'incertitude. Oui, Vous avez dû entendre dans les jours derniers qu'il y a eu plusieurs annonces faites d'ordinateurs quantiques. peut-être un peu plus près votre micro. Ouais. D'accord. Oui, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites récemment, que ce soit sur Sycamore ou sur une start-up anglaise, qui commence à livrer des ordinateurs dits quantiques. Alors après, est-ce qu'ils sont réellement quantiques ou pas? Ça prouve qu'on n'en est pas forcément si loin non plus. Est-ce que ce sont des vrais qubits bien stables? C'est ça la question? Alors déjà, est-ce que c'est vraiment des qubits stables comme vous le dites, mais aussi surtout est-ce qu'on va pouvoir les multiplier? Parce que comme ça a bien été dit par Stanislas, il en faudra un certain nombre quand même pour arriver à réaliser ces opérations de déchiffrement. Donc aujourd'hui, on parle de 2000, il en faudrait beaucoup plus pour que... Pour casser RSA, par exemple, c'est combien de qubits qu'il faudrait? Je suis désolé, j'ai pas le temps, j'ai pas le nom. Ok, bon, très bien. Les secteurs les plus à risque, les plus concernés par cette menace, quels sont-ils? Alors, bien évidemment, le secteur financier, banque, finance, avec toutes les transactions, les moyens de paiement, le réseau SWIFT. Ils sont à risque parce qu'on doit faire face à une menace qui s'appelle le Stornowd Decryptator, à savoir on sauvegarde aujourd'hui les données qu'on n'est pas capable de déchiffrer, mais on estime que si la donnée a une durée de vie assez longue, 15 ans, 20 ans, on sera capable de les déchiffrer avec l'arrivée des ordinateurs quantiques. Un autre domaine aussi qui est assez sensible, tout ce qui est domaine administration publique, défense, militaire, toutes les communications interministérielles dans le monde militaire, dans le monde de la défense. Il transite des informations très sensibles avec des durées de vie très longues et là on a le même problème. Les autres secteurs d'activité ne sont pas encore saisis du sujet. Pour eux, c'est de la science-fiction, c'est encore trop loin pour eux. Mais voilà. Donc, on va dire que ces deux premiers secteurs sont saisis du sujet. Reste aujourd'hui au moins aux autres acteurs de commencer au moins ce qu'on va appeler un inventaire cryptographique, savoir qu'est-ce qu'ils manipulent aujourd'hui et où est-ce que c'est localisé dans le système d'information. Damien, je crois que vous vouliez parler aussi des entreprises tech. Ouais, donc les grosses entreprises de technologie ont commencé à franchir le pas. Donc il y en a qui ont contribué au nouveau standard de cryptographie post-quantique, dont Thales, également IBM, Google. Mettez bien votre micro aussi. Oui. Et donc dans ces grosses entreprises, il y a déjà pas mal la transition a déjà commencé. Donc Amazon, Microsoft et d'autres fournissent déjà des bibliothèques post-quantiques. Un exemple que j'aime bien donner, c'est le trafic Internet. Aujourd'hui, les communications HTTPS, il y a plus de 50% qui passent avec de la cryptographie post-quantique. Donc c'est des solutions hybrides, à la fois post-quantiques et classiques. Donc il y a la sécurité des deux, c'est la sécurité maximale des deux. Mais bon, ça fait quand même 55% du trafic. Je vous interromps, 55% du trafic aujourd'hui, Internet, est en post-quantique. Est en post-quantique. Ouais. D'accord. Entre 50 et 55. Ok, ça veut dire qu'un petit nombre d'acteurs a switché? Alors ça veut dire que oui, effectivement, un certain nombre d'acteurs a switché. Oui. Ok. Oui. Les messageries sécurisées. Signal est passé en post-quantique également. Okay. Quels sont les grands acteurs qui ont basculé? Je donne tout de suite la parole. Oui. C'est juste un détail en plus. Oui. Sur le trafic Internet, 55%, c'est un gros volume. Faut se rendre compte qu'un des gros facteurs là-dedans, c'est Google, qui représente à lui seul 25% de tout ça. Donc en fait, il suffit d'un tout petit nombre d'acteurs qui se bougent pour qu'il y ait un énorme volume qui passe en post-quantique. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre voulait... Non, je dis simplement que ces premiers secteurs, en fait, s'appuient aussi sur des capacités matérielles. Donc, tous les acteurs de la filière verticalement se sont aussi structurés pour adresser la problématique post-quantique. On parle des fabricants de processeurs et aussi des éditeurs de logiciels. Donc, c'est une thématique qui commence à être relativement connue, notamment dans son implémentation à la fois sécurisée mais efficace, parce que la problématique, et notamment on le retrouve dans le secteur bancaire, ça va être les problématiques de latence qui vont pénaliser quelquefois les utilisations, ce qu'on ne veut absolument pas. Parce que concrètement, ça veut dire quoi? Passer au post-quantique, ça veut dire plus de latence? Alors pour le moment, oui, parce qu'on n'a pas des accélérateurs dédiés, mais bien sûr dans le futur, avec la conjonction de mathématiques
câblé en dur dans les composants, on va arriver au même temps de latence. D'accord. Quelqu'un veut réagir, non? Concrètement, pour un DSI d'un grand groupe, pour le DSI d'une PME, d'une ETI, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il doit faire demain? Alors, si on parle effectivement d'ETI, de PME, qui ne font pas eux-mêmes leurs propres algorithmes et qui utilisent plutôt des solutions du marché, l'objectif, c'est déjà de voir quels sont les fournisseurs avec lesquels ils travaillent pour leur demander quelle roadmap au niveau de la PQC ils ont. Aujourd'hui, certains grands acteurs des communications n'ont pas encore une roadmap qui est figée sur cet aspect-là. Donc ça, c'est un premier point. Un second point, qui est un thème, on va dire, trivial dans la cybersécurité, on ne peut pas tout protéger, bien évidemment, mais il faut quand même identifier quelles sont les données sensibles. C'est toujours le même sujet. Trop peu encore d'entreprises ont abordé le sujet de la classification des données. Donc déjà, savoir où sont vos données sensibles pour savoir ce que vous allez devoir protéger en priorité. Donc voilà, ce sont ces deux premiers aspects qui sont à adresser par les PME, les ETI. Et on en revient aussi au sujet des données qui ont une longue durée de vie, avec le Store Now Decrypt Later, où on a le théorème de Mosca en fait qui... Alors, oui, théorème de Mosca, si vous voulez bien expliquer, effectivement. Oui, bien sûr. Ouais. Le théorème de Mosca qui dit simplement si votre durée de migration vers de la PQC plus la durée de vie de votre donnée est supérieure à la date d'arrivée de l'ordinateur quantique, et ben en fait, on sera capable de déchiffrer ces données. Voilà, c'est tout ce qui dit simplement le théorème de Mosca. Donc on applique ce théorème à toutes nos données et on voit si on est à risque ou pas. Pas toutes les Pas données. toutes les données. Les données qu'on considère sensibles dans chaque PME, ETI, grand groupe, et c'est celle-ci qu'il va avoir ciblée en premier dans la roadmap de transition. D'accord. Qui veut réagir sur les mesures concrètes Moi, en fait, vous ne changez pas votre métier. Hein. C'est de l'analyse de risque, la cyber. Comme toute arrivée de nouvelles techno, que ce soit l'IA, etc., on doit bêtement comprendre son environnement, gérer son inventaire et sur cette base-là, être capable d'identifier et de bien comprendre en fait l'impact qu'aura une telle techno sur nos environnements et savoir si c'est une priorité de protection. Parce que pour beaucoup de PME et d'ETI, il y a de fortes chances qu'en fait la solution la meilleure, ça sera de rien faire et de se reposer sur des grands acteurs du marché, pour autant qu'ils sachent qu'ils aient une maîtrise de leur risque, qu'ils soient conscients de ce risque-là. Et à nouveau, c'est les grands secteurs d'activité, les grands donneurs d'ordre, je pense, qui, comme absolument toutes les autres bouleversements technologiques, qui vont par ruissellement forcer le marché à s'imposer. Et on le voit, beaucoup de standards de cyber ne s'impliquent aux entreprises que parce qu'il y a des donneurs d'ordre, que ce soit réglementaires ou des grands clients qui forcent à la transition. Je vais être honnête, dans les DSI RSSI, le sujet quantique, c'est pas la priorité, sachant que sur l'hygiène cyber de base, on en est encore très très loin. Donc si on revient un peu sur du pragmatisme, pour un DSI, c'est simplement faites déjà votre analyse de risque, intégrez cette composante-là, vous serez déjà très mature dans le marché. Vincent, vous vouliez réagir? Oui, rapidement, je crois qu'on l'a déjà dit, mais l'analyse de risque est clé dans ce cas-là. On pourrait penser que quelqu'un qui a une recette un peu secrète et qui la garde cryptée chez lui, si demain elle est lisible parce que l'encryption n'est plus suffisante, on perd son avantage compétitif. Il y a peut-être des choses simples à faire sur lesquelles finalement on n'a pas besoin de beaucoup de technologie, mais beaucoup de bon sens. Et je pense que la cyber, c'est d'abord du bon sens. Et l'ordinateur quantique, quand il arrivera, de toute façon, on l'a dit, ça va ruisseler et puis tout le monde va devoir s'y mettre. Il vaut mieux l'avoir un petit peu anticipé parce que, comme de partout, quand on fait les choses dans l'urgence, on est moins efficace et surtout, on est moins exhaustif. Benjamin, une réaction? Peut-être sur la feuille de route à suivre, elle va être en grande partie imposée ou recommandée par les organismes internationaux ou nationaux. Ce qu'impose le NIST aux États-Unis, l'ANSSI en France. La Commission européenne a elle-même déjà publié une feuille de route sur comment il faut transitionner vers le post-quantique. Et c'est principalement ça qui va porter les changements en imposant des choses en fait. Damien? Donc, moi, je pense que les gros acteurs ont vraiment une responsabilité dans la sécurité globale des données. Et parmi les gros acteurs, il y a effectivement les États
Aux États-Unis, ça avance à marche forcée sur le post-quantique. C'est-à-dire le gouvernement américain exige des organisations gouvernementales, des administrations, qu'elles passent au post-quantique. Donc ce n'est pas une recommandation, il y a des dates butoirs. Et donc ça force l'ensemble du marché à passer à du post-quantique et être plus sûr. En Europe, c'est plus mou. On est sur des recommandations, on n'est pas sur des règles. Donc, je pense qu'on va y arriver, mais il me semble qu'un des rôles, un rôle des États dans ce type de configuration, c'est de montrer l'exemple pour forcer le marché et faire la transition. Montrer l'exemple, oui. Quelque chose qui marche relativement bien entre ces différents acteurs, c'est que les dates qu'ils donnent sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que les États-Unis ne veulent plus accepter de choses qui soient pré-quantiques après 2035. C'est la même date que la Commission européenne a repris pour qu'il n'y ait plus de pré-quantique en Europe non plus. On retrouve aussi souvent la date de 2030 pour les applications qui sont perçues comme à haut risque. Et au moins, il y a convergence sur les dates. 2035, 10 ans, ça vous semble suffisant comme délai ? 2035, c'est pour l'intégralité. Comme je l'ai dit, c'est 2030 pour ce qui est à haut risque. Ce serait difficile de faire moins parce qu'il faut quand même prendre le temps de faire la transition comme il faut. Il y a une raison derrière tout ça, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis et de l'Europe, c'est qu'il y a un conflit plaque asiatique, plaque américaine, où on parle beaucoup de l'ordinateur quantique côté américain, parce qu'on a relativement une grosse transparence. L'ordinateur quantique côté chinois, pour les citer, c'est plus nébuleux. Et la terreur des Américains, c'est cette partie-là. Donc il y a un enjeu géopolitique, c'est pour ça que ça avance à marche forcée. Et on le sait, il y a les conflits entre les deux plaques, donc évidemment tout se pousse là-dessus. Donc les entreprises se retrouvent au milieu de ce schéma, mais qui ne fera que s'accentuer dans les années à venir. Damien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en filigrane, finalement, c'est un enjeu étatique. Les États ont un gros rôle, une grosse responsabilité sur la sécurisation des données en général, que ce soit les données de l'État, mais même les données plus vastement, de manière plus vaste. Pour rebondir sur l'aspect asiatique, en Corée, ils ont standardisé la cryptographie post-quantique, ils ont fait ça l'an dernier. Ils sont en train de transitionner sur les administrations. En Chine, ils démarrent la standardisation. Donc, ils sont un petit peu en retard sur la standardisation commerciale. Après, ce que font les administrations chinoises, ça, c'est un mystère. Il faut aussi rappeler que le nombre d'acteurs au niveau de la sécurité et des composants normalement du bancaire sont en transition déjà en France. Aujourd'hui, l'ANSSI n'est pas en reste. Et donc tout cet écosystème qui monte en compétences va pouvoir bénéficier plus largement à la communauté lorsque ce sera devenu obligatoire par les standards. Et je pense que l'approche de l'ANSSI, c'est graduel, d'accord, autant dans le temps que dans les acteurs touchés. On a l'impression que toutes les décisions prises outre-Atlantique sont suivies de très très près en Europe. Le NIST s'impose aux Européens, ne serait-ce que commercialement parlant. Pour ceux qui ne le savent pas, le NIST appartient au département du commerce américain. C'est celui qui fixe l'ensemble des règles pour les administrations dites critiques. Je me ferai corriger par l'expert à ma gauche. Ça définit énormément de standards, pas que post-quantique, c'est absolument tout. Vous voulez bosser dans la défense, vous avez le standard 171, 172 qui vous imposera à vous, etc. Et il s'avère que les Européens, de par l'histoire qu'on a avec les États-Unis, oui, il y a beaucoup d'industries qui reposent sur le standard NIST pour continuer à exercer sur cette plaque. Donc, par nature, à partir du moment où les États-Unis, de par leur pouvoir économique, décident d'un changement de cette nature, ils sont aussi extrêmement dominants dans le domaine du numérique. Ça impactera immédiatement l'Europe. Et donc, oui, l'ENISA, en général, et l'ANSSI suivent et adoptent les standards du NIST sans trop les challenger. On a un grand débat de souveraineté. On n'a pas du tout débattu de la souveraineté des algorithmes qui sont envoyés au NIST pour étude et validation. Qui veut réagir sur cette question de la souveraineté ? Non. Sujet à débat.
Je pense qu'on peut effectivement déplorer qu'en Europe, on n'ait pas pris les devants sur le choix de standards cryptographiques. Mais quelque chose d'un petit peu rassurant quand même, c'est que le NIST a organisé, enfin la façon dont il sélectionne les standards, c'est par des compétitions internationales. C'est un processus qui est très ouvert. Alors, c'est eux qui le tournent et c'est eux qui le font tourner et c'est eux qui choisissent le standard à la fin. Donc, ils ont vraiment la plus grosse influence là-dedans. Mais tout le monde peut scruter ce qui se passe à chaque étape du processus. Alors on va passer bientôt la parole à notre public, mais vous avez évoqué un terme tout à l'heure, c'est le terme d'hybride. On est sur de l'hybride. Je voulais que vous nous expliquiez en quoi ça consiste et quels sont les différents délais. Comme le disait Damien, effectivement, l'hybridation du chiffrement, c'est en fait conserver vos couches de chiffrement AES, ECC sur lesquelles vous mettez une autre couche de PQC qui permet, voilà, si la PQC est cassée, il vous reste quand même la couche AES pour vous protéger et vice-versa. Un élément aussi important par rapport à cette hybridation, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des problèmes de latence. Aujourd'hui, on est sur du chiffrement logiciel, va arriver le chiffrement matériel qui permettra justement d'accélérer le chiffrement et de réduire ses latences. C'est un premier point. Et sur la partie aussi crypto-agilité, en début, on expliquait que... Crypto-agilité, ça veut dire quoi? Alors, crypto-agilité, c'est le fait de devoir changer régulièrement de typologie de chiffrement. Au début, on disait effectivement que depuis 30 ans, en fait, on vit dans un monde où le chiffrement est identique, donc on n'y touche pas, ça tourne, il n'y a pas de souci, même s'il faudrait quand même parfois faire des passes parce que ça évolue quand même un peu et je pense que si on faisait déjà un inventaire cryptographique dans un certain nombre de systèmes d'information, on verrait que déjà on a des vieilles versions qui tournent encore alors qu'on a déjà des versions qui sont un peu plus robustes en termes d'AES, ECC ou autres. Demain, on va arriver avec des ordinateurs quantiques qui vont devenir toujours de plus en plus puissants. Et donc les chiffrements, au fil de l'eau, ils vont tomber. Même s'ils sont PQC ready, ils ne le seront pas pendant 30 ans comme on l'a connu aujourd'hui. Donc il faudra prendre l'habitude de justement faire changer cette PQC. Donc c'est une agilité que les DSI vont devoir prendre, sur laquelle ils vont devoir travailler et s'investir dans leur roadmap. Alors, qui veut réagir? Vous voulez réagir, Guillaume? Je pense qu'on est au moins deux, on pourra débattre sur le mot agilité. Je ne suis pas sûr que ça soit du rôle du DSI à nouveau, je pense que ça sera du rôle des grands donneurs d'ordre et surtout du domaine de la cyber, c'est-à-dire ceux qui construisent les solutions, de se rendre agile, si on peut utiliser le terme, et de s'adapter à ce marché. Ils le seront par obligation, donc je ne suis pas sûr que le DSI ait beaucoup besoin de s'inquiéter. Par contre, il y aura clairement un changement dans le pattern de certains outils, dans comment ils fonctionnent, dans comment ça s'intègre. Et on aura sûrement d'autres questions plus fondamentales pour un DSI, c'est sur le réseau, sur comment on se connecte au réseau. Toutes ces choses-là sont basées actuellement sur des certificats numériques et ces certificats sont sur ces éléments-là. Là, oui, ça impactera directement le DSI et son RSSI qui lui trouvera sa solution comme d'habitude. Hybridité, agilité, qui veut... Peut-être sur l'hybridité, l'ANSSI préconise qu'on utilise des méthodes hybrides jusqu'à au moins 2035. C'est-à-dire que si vous voulez passer en post-quantique, ils vous disent passer en post-quantique certes, mais pas seulement, utiliser le post-quantique et le classique en même temps, de façon à ce que casser l'un des deux ne soit pas suffisant à casser votre système. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez passer en post-quantique avant 2035, ils vous disent de le faire en combinaison avec les méthodes qui existent déjà. La raison étant qu'on veut profiter avec ces méthodes hybrides à la fois de la solidité historique des méthodes qui ont été utilisées jusque-là, parce que tant qu'il n'y a pas d'ordinateur quantique, ça reste très solide, et on a un grand recul sur ces méthodes-là. Et en même temps, ne pas se précipiter vers des méthodes nouvelles qui ont peut-être été moins scrutées que ces méthodes-là. Il est estimé que la maturité des méthodes post-quantiques d'aujourd'hui est comparable à la maturité de RSA dans les années 90. Donc assez solide, mais quand même avec moins de recul que ce qu'on a aujourd'hui sur par exemple le CC. Et c'est là où on voit vraiment les différences de philosophie parce que les Américains, eux, ont opté pour une transition franche pour le post-quantique. Donc on va
peut-être avoir un monde à plusieurs vitesses. Mais moi, je trouve que la mise en place de l'ANSSI a le bon côté de permettre à la fois une transition plutôt douce et aussi très, très sécurisée, même si elle entraîne d'autres problématiques, on en a parlé, de latence, de certificats compatibles ou pas entre le post-quantique et le pré-quantique, qui vont peut-être complexifier les systèmes. Stanislas, Damien, non? Non, sur la cohabitation des deux types de techno, ça se fait bien, ça se fait... Justement, l'un des sujets va être aussi de tester tout ça. Et c'est ce qui risque de prendre du temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas directement en production utiliser différents types de chiffrement si vous n'êtes pas sûr qu'en face, voilà, on ait bien aussi mis en les mêmes choses. Donc il y a aussi tout un temps d'appropriation, de tests en pré-production de tous ces éléments-là. Donc c'est pas à négliger et c'est pourquoi il faut s'en enquérir maintenant. Et dans les secteurs, on n'a pas abordé le fait aussi qu'on a dans les systèmes industriels, les systèmes embarqués, des technologies qui vont vivre 20 ans, 30 ans. Et donc, il faut déjà réfléchir à ces éléments-là pour les rendre robustes dans le futur et sur lesquels on ne pourra quasiment pas intervenir. Donc, effectivement, ce sont des éléments à prendre en compte dès maintenant. On va passer aux questions du public. Qui se lance? La première question étant toujours la première. Monsieur. Excusez-moi, oui. Je ne sais pas si c'est l'endroit pour poser cette question, mais ça peut peut-être mener trop loin. Mais est-ce que vous pouvez décrire un petit peu les principes de base des algorithmes ou des méthodes qu'on utilise dans le GPC? Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans RSA, la sécurité repose sur la difficulté de factoriser de grands nombres. Et la question est, qu'est-ce qui va remplacer ça dans les méthodes post-quantiques? Alors, ça va être d'autres problèmes issus du même domaine des mathématiques qu'on appelle la théorie des nombres. Alors, il y en a plusieurs. Ceux que je regarde de plus près dans ma recherche, par exemple, et qui est certainement le plus populaire, qui a été proposé et qui est normalement standardisé par l'ENIST, c'est ce qu'on appelle les réseaux euclidiens. Un réseau euclidien, c'est une structure géométrique, c'est un ensemble de points disposés dans l'espace et qu'on peut décrire par un certain nombre de règles. On va avoir un point là, un point là, un point là. Et la question auquel un attaquant se retrouve confronté, ça va être trouver deux points dans cet ensemble qui sont les plus proches possibles l'un de l'autre. Et on ne se place pas dans des ensembles de points qui soient en 3D dans un environnement qu'on puisse facilement visualiser, mais dans des dimensions très hautes. On parle de dimensions 500 ou 1000 où on ne peut absolument rien visualiser et où ces problèmes sont extrêmement difficiles, même pour un ordinateur quantique. Et donc là, effectivement, on met à l'épreuve l'ordinateur quantique. Il n'est pas capable de résoudre ce type de calcul rapidement. Voilà, il n'a pas d'avantage sur l'ordinateur classique pour résoudre ce type de problème. Ok, très bien. Autre question? Oui, monsieur. Oui, j'avais une question par rapport aux ordinateurs quantiques, justement. Moi, la vision que j'en ai, c'est que c'est quand même aujourd'hui réservé plutôt à des grandes organisations et puis que c'est des ordinateurs très volumineux. Est-ce que, justement, il y a une vision de quand est-ce que ça va pouvoir se démocratiser et que des hackers, potentiellement, pourraient avoir accès à ce type de techno? Et sous quelle échéance, du coup, des attaques par ordinateur quantique pourraient devenir mainstream? Je vais me tenter parce que je pense qu'on n'est tous pas motivés. Mais pour la réponse, il y a plusieurs typologies d'attaquants. Et je pense en fait, quand on parle d'ordinateur quantique et de menaces quantiques, nous on parle tous du même typologie d'attaquant, c'est l'attaquant dit étatique, c'est un fort moyen. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle bien de l'industrie de la défense qui a impacté l'industrie financière, parce qu'on va les jouer sur ces enjeux-là. Donc le jour où un groupe d'attaquants dit indépendant aura la capacité d'avoir ces technologies-là, je pense qu'il va se passer plusieurs dizaines, voire on sera à la fin du siècle. C'est plus les États qui inquiètent. Et pourquoi les US avancent autant? C'est parce que justement on ne maîtrise pas, et on rappelle qu'une grosse partie des attaquants sur le sol américain sont des attaquants chinois, hein, ils représentent à peu près 70% des attaques.
à ce moment-là, ils ne maîtrisent pas ce qui se passe sur le pays et ce que fait l'État et ce que l'État va mettre dans les mains de ces attaquants-là. On rappelle aussi que l'attaquant en Europe et en France, c'est pénal. Si demain vous attaquez, vous êtes pénalement répréhensible. Il y a des États comme la Chine, c'est légal. On a 3200 personnes qui sont salariées sous le titre d'attaquant et qui ont légalement le droit d'exercer. Ça dépend énormément des pays. La Belgique a dépénalisé le fait de faire des tests d'intrusion, donc une forme d'attaque. En France, c'est toujours pénalisé. Il faut une autorisation. Donc ça dépend des États. Et donc oui, par nature, c'est à qui on va donner cette technologie. Mais pour moi, ça sera maîtrisé par des grandes organisations / plutôt des États qui vont l'attribuer à des personnes pour pouvoir exercer une attaque ciblée et stratégique. Et ça ne sera pas forcément une attaque de disponibilité. Je pense que c'est ça qui inquiète un peu tout le monde. Ce sera plus une attaque sur la partie confidentialité et intégrité de la data. On ne va pas vivre forcément le schéma du ransomware, c'est-à-dire faire écrouler des systèmes. Pour des raisons purement économiques, il y a peu de chances que des États s'amusent à détruire des économies parce qu'ils seront impactés. Par contre, vouloir jouer de la confidentialité, de l'intégrité de la data à leur profit, oui, ça, il y a de fortes chances qu'on le voit. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a ces recherches. Et je vous laisse compléter, sauf si vous êtes totalement désaccord. Vincent ? Non, moi je suis complètement d'accord. Les moyens nécessaires sont aujourd'hui énormes. Et au-delà des moyens eux-mêmes, il y a les outils pour faire tourner ces objets-là, qui sont des ordinateurs quantiques, qui ne sont pas toujours développés. Donc vraiment, ça va être réservé à une élite. Mais effectivement, aujourd'hui, cette élite peut la mettre à disposition. Très bien. Oui, vas-y Damien. Oui, je voudrais réagir à ça. Donc je suis d'accord. Dans un premier temps, ça va être effectivement les États. Par contre, vraisemblablement, il y a quand même un intérêt économique à ces ordinateurs quantiques. Donc il y a des entreprises qui voudront les utiliser. Si elles n'ont pas moyen de les utiliser, elles auront un accès cloud aux ordinateurs quantiques. Donc ça existe déjà. Il y a des prototypes qui peuvent être accédés pour faire des petites expériences. Une fois qu'on a une grosse machine quantique qui est mise en accès, qu'on peut utiliser en accès cloud, d'autres entités peuvent l'utiliser. On peut faire ce qu'on veut, effectivement. Autre question, monsieur ? Merci à tous les intervenants. On voit bien l'approche disruptive. Ma question, c'est la crypto post-quantique, dans la perspective d'une confiance dans le numérique qui arrive d'ici une dizaine d'années, en quoi ne pourrait-elle pas participer davantage de la défense que de l'attaque ? Tout comme on peut l'imaginer pour l'IA aujourd'hui. Qui veut répondre ? Eh bien, en fait, bien évidemment, l'ordinateur quantique va participer de la défense. Il y a aussi aujourd'hui des systèmes, on a parlé que l'ordinateur quantique s'attaquait à la cryptographie asymétrique. Aujourd'hui, vous avez des systèmes de cryptographie symétrique dont la vulnérabilité, c'est l'échange de clés. Et aujourd'hui, les systèmes quantiques promettent des échanges de clés sans interruption possible. C'est-à-dire que si on vient observer le phénomène quantique, la clé disparaît ou n'a plus la même valeur. Donc, on vient ici sur des systèmes qui deviendront symétriques, très, très solides, mais dont les clés seront échangées de manière ultra sécurisée grâce au lien optique. Alors, ce n'est pas l'ordinateur quantique, d'accord, mais c'est un... Oui, pour ajouter à ça, il y a de la recherche qui est faite sur la conception de cryptosystèmes qui utilisent activement l'ordinateur quantique pour la défense. Alors, pour l'instant, c'est vraiment de la science-fiction parce que ça suppose que les gens qui utilisent cette technologie ont chez eux un ordinateur quantique, donc qui a une puce quantique dans votre ordinateur portable. Si on avait ça, on saurait faire des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui avec un ordinateur classique, du moins pas aussi efficacement ou pas avec les mêmes garanties. Mais on est encore vraiment très loin d'un monde où ce genre de choses est possible. Mais la recherche existe. Encore une question, oui, monsieur. Alors vous avez décrit assez facilement l'objectif de 2030 d'arriver à une solution hybride sur le chiffrement. Moi ma question c'est aujourd'hui on utilise des solutions pré-quantiques. Quel est le coût finalement pour aller vers ces solutions post-quantiques? Est-ce qu'on a un ordre d'idée d'ordre de grandeur? Parce que le nerf de la guerre, on le sait tous, ça va être le coût.
Donc voilà ma question. Quel est l'ordre de grandeur entre une solution, on va dire, pré-quantique? À qui peut s'ajouter cette solution post-quantique? Voilà. C'est compliqué à répondre comme question, et puis ça dépend surtout déjà de l'objet numérique dont vous parlez. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un serveur, si c'est un PC, si c'est un IoT, si c'est... Enfin voilà, beaucoup d'objets vont utiliser, et utilisent aujourd'hui du chiffrement, et vont utiliser du chiffrement post-quantique. Il est bien sûr que dans des systèmes à capacité réduite, en termes de mémoire et de puissance de calcul, il va y avoir un travail substantiel et donc un coût peut-être important de développement de ces technologies. Après, pour l'implémentation des algorithmes aujourd'hui, enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais il existe des librairies qui fonctionnent déjà sur les grands schémas post-quantiques. Sont-elles complètement sécurisées? Là, moi, je suis assez mal placé pour en parler. Et sont-elles complètement efficaces? Je ne sais pas. Et effectivement, peut-être il n'y a pas que le coût de l'objet quantique à intégrer, il y a toute la phase amont, déjà de pouvoir identifier quels sont les objets cryptographiques que vous avez dans votre système d'information, identifier finalement qu'est-ce que vous allez laisser, parce que de toute façon la durée de vie est peut-être de 2, 3, 5 ans, et il n'y a pas besoin finalement de migrer. Celles qui auront une durée de vie supérieure, là, effectivement, s'en préoccuper. Par quoi aujourd'hui elles sont chiffrées? Est-ce que vous avez passé par l'hybride ou pas? Vos fournisseurs, eux aussi, sont là pour répondre à votre question, parce qu'aujourd'hui, vous utilisez peut-être telle ou telle solution. Il y aura peut-être une solution PQC ready. Donc là, ce sont les fournisseurs qui, eux, fixeront les prix. Donc voilà, c'est vraiment tout cet écosystème qu'il faut prendre en compte pour aboutir à un chiffrage. Et donc, effectivement, c'est pas facile de vous donner un chiffre. Alors, on a encore le temps pour une ou deux questions. Dans une PKI, est-ce que je peux rajouter de l'hybridation facilement? Il existe. Alors, quel type de PKI? Si on parle, je vais prendre une PKI interne, objectif plutôt pour. On va faire du NAC, du Network Access Control pour. Alors, ça va dépendre si c'est une PKI maison ou une PKI marché, mais sur des PKI marché, PKI as a service, il existe et c'est déjà possible par les grands éditeurs. La problématique viendra plus du matériel qui va vous permettre à faire le NAC. Et déjà, les intégrations de PKI dites classiques peuvent être un peu complexes. Et là, pour le coup, je peux en parler en connaissance de cause. Et alors, si vous rajoutez cette composante, vous allez peut-être vous mettre une contrainte inutile. On a plutôt un débat à date qui est d'attendre un petit peu que les PKI se modernisent et qu'on puisse réellement... quand je dis les PKI se modernisent, c'est aussi l'écosystème autour. Quand vous allez l'intégrer sur un Cisco, etc. C'est que tout l'élément qui va consommer le certificat puisse le consommer de manière correcte. Et là, on va en revenir au sujet de Stanislas, qui est, là, on va avoir un cycle de vie matériel qui va rentrer en compte, dans le sens où, sauf si vous êtes ultra riche, a priori, vous faites tourner vos cycles réseau tous les 5, 7, 10 ans. Et en fait, on va suivre ce cycle. Et quand ce cycle-là sera suivi, vous pourrez arriver sur celui qui consomme mon certificat et est capable de le consommer correctement. Mais à nouveau, après, si vous me dites c'est du PKI pour faire du certificat numérique, pour gérer de l'identité, si c'est de la PKI pour faire de l'échange bancaire ou autre, parce qu'on a pas mal de formes de PKI, ça existe déjà et ça, pour le coup, c'est déjà implémenté pour certains sujets. Mais pour ce que moi j'imagine qui est plutôt une PKI interne d'une entreprise où vous êtes quasi votre autorité de contrôle, ça c'est un autre sujet. Honnêtement, je pense que, sauf si vous êtes dans le système de défense, c'est pas tout de suite. Et là, je laisserai mes collègues me contredire. Désolé, c'est l'intégrateur PKI qui parle, là, pour le coup. Je ne savais pas que vous faisiez ça aussi. En fait, j'ai aussi une boîte de conseil qui fait de l'intégration de PKI, c'est pour ça. Ok, très bien. Une dernière question? Alors, je regarde les mains qui se lèvent. Ouais, monsieur, je vous passe le micro. Bonjour. Ma question, elle porte sur l'origine des menaces. Dans ce que vous nous dites, donc la menace, elle viendra d'État. Est-ce qu'à un moment donné, vous prenez en compte le fait que certains États
historiquement alliés de l'Europe sont en train d'évoluer fortement et sont déjà devenus une menace réelle depuis déjà quelques années. J'aime bien les questions comme ça. Donc, à titre personnel, là, je pense que c'est vraiment un avis extrêmement perso. Je pense que oui, toute la communauté cyber est à peu près consciente qu'il est très difficile de pouvoir compter un allié à vie, enfin, dans un temps à vie dans un cycle technologique. Si on parle maintenant plutôt de, on va mettre les mots, hein, c'est-à-dire le conflit un peu européen et américain, sur le domaine cyber, c'est pas ressenti. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens pas. C'est vraiment sur des enjeux géopolitiques. On a beaucoup trop à date d'accointances sur la partie cyber pour que même un Trump arrive à détruire ce qui a été construit. En tout cas, je ne pense pas sur un mandat. Ça va peut-être demander un peu plus de temps. Mais voilà, donc je pense qu'on a un vrai sujet de défense classique des territoires. Sur l'aspect cyber, on a une collaboration qui existe encore et d'ailleurs qui est beaucoup plus internationale que ça. On parle beaucoup de la plaque là, européenne et américaine, mais on trouve des collaborations internationales beaucoup plus globales. Et là, pour le coup, on a des collaborations plaques asiatiques avec le Japon, avec la Corée du Sud, etc., où on ne retrouve pas ces tensions-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un enjeu qui est un peu global, et même un État tout seul n'arrive pas à y répondre. Le NIST a lancé cette compétition d'algorithmie. L'AES n'est que le titre de la compétition. Il faut le savoir que l'algorithme qui est derrière avait un autre nom. Le titre de la compétition s'appelle AES, c'est pour ça qu'on appelle le chiffrement AES. Et il a lancé, et en fait, c'est jamais les Américains qui gagnent. Ils sont conscients qu'eux tout seuls ne peuvent pas répondre à cet enjeu. Donc, ils ouvrent la compétition, c'est pour ça qu'il y a une forme de transparence et qu'il y a cette collaboration-là. Pour le moment, aucun État est en capacité, et je mettrai des réserves sur la Chine où malheureusement, moi en tout cas, on n'a pas assez de data pour vraiment savoir ce qu'ils font. Il n'y a aucun État qui est capable de travailler en solitaire sur ces sujets-là et se mettre en conflit géopolitique vis-à-vis des autres. Est-ce que ça arrivera par contre dans les 10 ans ? Je pense qu'il n'y a personne qui a une boule de cristal, mais en tout cas, très très court terme, je ne pense pas. Très bien. Oui, un mot de conclusion ? Non. Ok. Enfin, peut-être juste un mot pour compléter. Comme on le disait aussi au début, on est sur de la recherche physique, on est sur de la recherche fondamentale. Donc vous avez beau avoir tous les moyens financiers pour essayer de développer cet ordinateur quantique, rien ne peut véritablement justifier le fait que vous y arrivez parce que vous avez mis de l'argent sur la table, ni plus ni moins. Juste pour rappeler qu'aujourd'hui, le chemin qu'on a à faire, il n'est pas forcément complètement technologique. On a dit qu'il y a aussi beaucoup d'éducation des personnes avec le monde numérique. Aujourd'hui, l'ordinateur quantique, c'est la brute force, bien évidemment. Il y a des moyens tout aussi efficaces et qui sont vieux comme le monde, qui s'appuient sur ceux qui sont en première ligne, c'est vous et moi. Très bien, merci pour ce mot de conclusion. On peut vous applaudir. Merci beaucoup.